Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque lundi, c'est notre quart d'heure américain, notre rendez-vous hebdomadaire pour décrypter les enjeux, l'actualité économique et politique en provenance des États-Unis avec Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain, fidèle au poste. Bonsoir Pierre-Yves, ravi de vous retrouver. Tous mes meilleurs vœux pour cette année 2025. On va beaucoup parler de Donald Trump. Alors, peut-être prenons quelques minutes avant cela pour parler de Jimmy Carter. Un autre président américain, Pierre-Yves, on est en pleine période de funérailles nationales aux États-Unis, qui se déroule pendant plusieurs jours. Enfin, le jour des funérailles sera ce jeudi, je crois, et d'ailleurs, la bourse américaine restera fermée pour ce jour particulier. Absolument, à partir de demain, sous le dôme du Capitole, une fois qu'on aura un petit peu enlevé la neige qui est en train de s'accumuler dans les rues de Washington, le cercueil de Jimmy Carter sera exposé et des milliers d'Américains pourront venir se recueillir. Je pensais que c'était intéressant de rendre à Jimmy ce qui appartient à Jimmy. Aux États-Unis, bien entendu, on parle beaucoup plus de la disparition de l'ancien président qu'en Europe et qu'en France. Mais il y a un thème sur lequel, je pense, on a mal apprécié l'importance de l'œuvre de Jimmy Carter. Oui, c'est Pierre-Yves Dugas qui parle. Ça vous surprend, hein? Non, nous vivons tous dans un monde, nous, les journalistes économiques et les gens qui s'intéressent à la finance et au marché boursier, nous vivons tous dans un monde qui a été en grande partie créé par des décisions difficiles, et j'ai même envie de dire des décisions qui se sont avérées suicidaires, de Jimmy Carter, parce qu'il est arrivé au pouvoir en 77, le 20 janvier 77, et il a fait voter très rapidement un projet de réforme de la Réserve fédérale qui a ouvert la porte à ce que l'on connaît aujourd'hui de la Fed moderne, qui a ouvert la porte à l'indépendance de la Réserve fédérale. Il faut rappeler que sous le président Nixon, et sous le président Johnson, les patrons de la Fed faisaient l'objet d'énormes pressions politiques. Il y a des anecdotes hallucinantes sur ce que Richard Nixon faisait à Arthur Burns, le patron de la Fed de l'époque, en faisant fuiter des fausses informations dans la presse selon lesquelles Arthur Burns demandait une augmentation de 50% de son salaire, alors que par ailleurs, il souhaitait que l'on gèle les salaires de tous les Américains. Tout ça pour faire en sorte que la Réserve fédérale, avant les élections, baisse ses taux, applique une politique monétaire accommodante qui, théoriquement, était censée favoriser Richard Nixon. Jimmy Carter arrive et il instaure un système rapidement voté par le Congrès où le président du Conseil des gouverneurs de la Fed est maintenant confirmé, doit être choisi par le président mais confirmé par le Sénat, où 2 fois par an, ce président du Conseil des gouverneurs doit rendre compte de l'activité de la Fed et où l'exécutif américain n'intervient plus du tout pour dire à la Fed ce qu'il faut faire. C'est une réforme monumentale qui a été copiée d'ailleurs dans le monde entier ensuite, en particulier par la Banque centrale européenne. Autre réforme importante, il a nommé en août 79 Paul Volcker, qui était alors patron de la Fed de New York, mais qui avait fait ses preuves comme staffer à la Fed à Washington. Paul Volcker, Jimmy Carter ne sait pas si c'est un républicain ou si c'est un démocrate. Simplement, Jimmy Carter est asphyxié par la stagflation et ils ont absolument besoin de trouver quelqu'un de crédible qui remonte la crédibilité de la Fed et qui s'attaque au problème de l'inflation, pas simplement de l'inflation, mais au problème des anticipations inflationnistes. Et c'est ce que va faire de manière magistrale et violente Paul Volcker. Et nous vivons tous aujourd'hui dans une ère qui a été celle de l'indépendance de la Fed et celle du retour de la crédibilité de la Banque centrale américaine comme instrument de combat des anticipations inflationnistes. Et je pense que c'est une chose remarquable qui n'a pas été assez souvent soulignée. Paul Volcker qui a fait grimper le taux des Fed Funds pratiquement jusqu'à 20%. 20% en 81. Ils étaient partis, au moment de sa nomination, en août 79, un petit peu en dessous de 10%.
créer une massive récession pour casser les anticipations inflationnistes. Personne ne l'a oublié, même aujourd'hui. Non, et c'était d'ailleurs une des grandes références de Jérôme Powell au début de l'épisode inflationniste. Il citait souvent l'exemple d'Arthur Burns, justement, le prédécesseur de Volcker, en disant quasi explicitement, je ne veux pas être l'Arthur Burns des années 2022-2024. Prendre le risque de laisser refiler l'inflation et ensuite pousser le successeur à monter les taux jusqu'à quasiment 20%, comme vous le rappeliez, 20% de taux d'intérêt pour la Fed dans les années 80. Donald Trump est-il déjà à la manœuvre? Dans quelle mesure? Pierre-Yves, on en parlait là aussi avec vous. Hein, c'est vrai que la présence de Donald Trump... alors sur la scène politique américaine n'est plus à démontrer, sur la scène politique internationale également. Il a reçu Giorgia Meloni ce week-end. Il était bien sûr à Paris pour l'inauguration de Notre-Dame. Est-ce qu'il est déjà en train de consommer ses marges de manœuvre là, Donald Trump? Il est en train de prouver qu'il peut exercer une forte pression sur les nouveaux élus du Congrès pour obtenir que ces priorités soient rapidement mises en œuvre par des projets de loi qui, espère-t-il, seront votés au printemps. Le New York Times, il y avait longtemps que je n'avais pas dit du mal du New York Times, hein, ça vous manquait, hein, se réjouissait presque explicitement de la perspective de multiples tours de vote pour choisir le speaker de la Chambre des représentants. Eh ben non. Il a été élu au premier tour, Mike Johnson. Pourquoi? Parce que Donald Trump a téléphoné aux quelques républicains récalcitrants, et il y en a, parce que la majorité républicaine est très étroite, 5 voix seulement à la Chambre, pour leur demander de rentrer dans le rang. Est-ce que cela veut dire qu'il va obtenir une discipline de vote sur toutes ses priorités à la Chambre? Non. Mais il vient de préciser dans une interview à la radio qu'il lui importait peu que l'option préférée par le Sénat, qui serait l'adoption de 2 grands projets de loi, ou l'option préférée par la Chambre des représentants, qui serait l'adoption d'un seul grand projet de loi, contenant toutes ces priorités, soit choisie. L'important, c'est qu'on aille vite. Quelles sont les priorités de Donald Trump? Chose qu'il veut faire adopter rapidement, avant le mois de mai. Réforme du régime de l'immigration illégale, reconduction des réductions d'impôts qui avaient été votées en 2017 et qui vont expirer cette année. Ce sont ces 2 grandes priorités. Lever de tous les obstacles à l'exploitation des hydrocarbures, 3e point important, et à partir de là, d'autres possibilités qui sont, je dirais, moins importantes, mais qui ont été quand même avancées sous forme de promesses, qui ont aidé Donald Trump à gagner, notamment dans le Nevada. La détaxation des pourboires, par exemple, qui risque de coûter cher au budget, et peut-être aussi la sanctuarisation des dépenses militaires. Voici les choses qui comptent, et Donald Trump, avec son nouvel ami Elon Musk, est en train d'exercer une forte pression sur un noyau républicain ultra-conservateur qui n'est pas satisfait des intentions dispendieuses, dirait-on à Québec, de Donald Trump. Oui, Québec, oui, effectivement. D'ailleurs, comment vous regardez ce qui s'est passé aujourd'hui, Pierre? C'est ce qu'on se disait un petit peu avec les invités juste avant. C'est la première grosse séance de l'année. On a le Washington Post qui nous sort une information de source, évidemment, nous indiquant que la politique tarifaire de Donald Trump sera beaucoup plus diluée que ce qu'on imagine. Pas d'universalisme sur les tarifs, mais des tarifs ciblés sur des secteurs stratégiques. Quelques heures après, sur un réseau social X ou Y, Donald Trump dément les informations du Washington Post. Est-ce que c'est une forme de répétition de ce qu'on va avoir tout au long des premiers jours, au moins, voire premiers mois de la mandature Trump? C'est possible. Alors, Donald Trump a démenti en disant cet article est faux. This article is wrong. Alors, de 2 choses l'une, ou bien le Washington Post raconte n'importe quoi, ce qui n'est pas totalement exclu dans l'ambiance actuelle qui règne à Washington, ou bien ils l'ont sourcé de manière anonyme, mais auprès de gens qui ne compteront pas vraiment dans la décision. On sait de toute façon qu'il n'y a qu'une seule personne qui décide, c'est Donald Trump, et qu'il est capable de changer d'avis en 5 minutes. Peut-être était-ce un ballon d'essai.
avancé par M. Bessent, qui sera, s'il est confirmé par le Sénat, le secrétaire au Trésor, pour montrer qu'il ne fallait pas prendre nécessairement au pied de la lettre toutes ces menaces de relèvement massif de droits de douane. Et le fait que le marché des actions ait réagi favorablement est certainement un argument qui pourra être utilisé par des gens comme Scott Bessent pour dire à Donald Trump « allons-y doucement sur les relèvements de tarifs ». Mais je pensais que vous faisiez allusion à l'autre événement de la journée, qui est la démission de Justin Trudeau. Oui, ben, on l'a appris effectivement il y a moins d'une heure maintenant, oui. Un de plus qui est tué par le problème de l'immigration et le problème de l'inflation. La liste s'allonge tous les jours en Allemagne, peut-être au Royaume-Uni. En France, ça ne tient qu'à un fil. L'inflation est quelque chose qui fait très très mal et que les sociodémocrates ont probablement sous-estimé. J'emploie le terme sociodémocrate pour, non pas en tant que parti, mais en tant qu'orientation politique générale. Jimmy Carter a été largement tué par l'inflation, Joe Biden aussi. Et pour les gens qui s'intéressent à la bourse et qui nous écoutent, n'oublions pas que l'inflation est le grand mal que nous devons tous combattre. Vous vous souvenez que dans les années 60, le Dow Jones n'a pratiquement rien fait. De 66 à 1982, il est autour de 800-900. Et si l'on tient compte de l'inflation, il a perdu près des 3/4 de sa valeur, en fait, au cours de cette période. Lorsque l'inflation donne des signes sérieux d'affaiblissement, à partir du début des années 80, d'ailleurs 82, le marché s'envole. C'est vrai pour la bourse et c'est vrai pour les gouvernants en place qui, s'ils ne sont pas capables de maîtriser l'inflation, ils perdent rapidement leur job. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Duguay avec nous chaque semaine pour ce quart d'heure américain à retrouver sur Bismart TV via vos box ou en replay bien sûr sur bismart.fr.